François et Jean, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnous, mais c'est vous qui commencez, Jean. Alors le parti pris politique, c'est vous ce soir. Vous avez regardé, écouté attentivement le meeting de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon dimanche. Donc c'était l'un des événements politiques de ce dimanche à Saint-Denis. Et vous dites, j'ai entendu un curieux slogan qui me renvoie à une certaine impression d'effet miroir. Oui. Alors on va écouter d'abord le slogan auquel vous faites référence quand la foule s'est mise à scander ceci, la fameuse Nouvelle-France. Écoutons. On est chez nous! Curieux slogan, dites-vous. Oui, donc ce meeting est assez curieux. Bon, on voit une foule à peu près de 20 000 personnes, ce qui est un succès, majoritairement blanche quand même. Et là, curieusement, les drapeaux palestiniens ont fait place à des drapeaux tricolores, ce qui est quand même une première. Et c'est pas hasard si ça se passe dans cette commune de Seine-Saint-Denis, puisque c'est la première commune de plus de 100 000 habitants que LFI a conquis, et donc c'est un événement puisque donc le maire c'est Bali Bagayoko, je fais attention de ne pas écorcher son nom pour pas qu'il m'arrive la même chose qu'à Route, donc qui donc est le maire de cette ville. Et c'est un effet miroir parce qu'effectivement en 1995, le Rassemblement national, à l'époque ça s'appelait le Front National de Jean-Marie Le Pen, avait conquis la première ville de 100 000 habitants, qui était Toulon, et c'était Jean-Marie, pas Jean-Marie Le Chevalier. Voilà, Jean-Marie Le Chevalier. Écoutons la foule, là, on la voit en train de brandir des drapeaux tricolores. Et on entend, on est chez nous. On est chez nous. Vous entendez ? Exactement, donc le même cri de ralliement de la foule. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même chez nous dont parle le Rassemblement national ou le Front national à l'époque et LFI. LFI, c'est la Nouvelle-France métissée, musulmane, qui va grand remplacer, je cite le mot qui a été employé par Jean-Luc Mélenchon, celle des tout blanc, tout moche, Jean-Luc Mélenchon encore une fois, celle de la France islamophobe qui n'aime pas le voile, alors que la France du RN, c'est la France éternelle, la France blanche, chrétienne, qui lutte contre l'immigration, accusée de grand remplacer les Français. Mais les mots et les symboles sont exactement les mêmes. C'est délibéré sans doute de la part de LFI, absolument. Justement Et l'idée de LFI, c'est de reprendre les mots et les symboles de l'extrême droite pour leur donner un contenu différent, un contenu positif. Mais en réalité, cette appropriation du vocabulaire de l'extrême droite par la gauche radicale traduit exactement la même obsession identitaire. La France métissée contre la France blanche. Et si l'un méprise et néglige les campagnes accusées d'être blanches et réactionnaires, l'autre néglige les banlieues, fourreaux de l'immigration et de l'islam. Ces deux visions communautaristes de la France qui sont extrêmement loin de l'universalisme républicain, deux visions de la France qui sont totalement irréconciliables et qui mènent à l'affrontement. Là où les deux partis s'opposent, Rassemblement national et LFI, c'est sur le vocabulaire de guerre civile qu'emploie volontiers la France insoumise, qui se trumpise, à mon avis, à grande vitesse, alors que le RN, lui, a polissé son discours en vue de remporter l'élection présidentielle de l'année prochaine. Par exemple, choisir comme chanson de meeting le tube de Triangle des Bermudes, qui s'appelle Chargé, n'est absolument pas innocent. Qu'est-ce que disent les paroles ? On entend la musique qui a été employée, qui a été utilisé pendant ce meeting. Je suis venu régler mes comptes, sortez les armes à feu. C'est un message extrêmement fort de la part de quelqu'un qui se présente à la présidentielle, d'envoyer un message de guerre ainsi à ses électeurs. Bali Bagayoko, justement le maire de Saint-Denis, lui n'a pas hésité à appeler une insurrection populaire si jamais le RN gagnait les élections. Parce que pour lui, le pays négal n'est pas le pays réel. Comme l'a théorisé Maurras, Charles Maurras, le créateur de l'Action française, qui est un parti d'extrême droite d'avant la Seconde Guerre mondiale.
pour le maire de Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon, je le cite, ne fait que traduire la volonté populaire. On se demande d'ailleurs pourquoi il faudra encore tenir des élections, puisque le peuple, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors même sur l'antisémitisme, la France insoumise a rejoint l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen avant que Marine Le Pen ne fasse le ménage. J'insiste là-dessus. Je ne retiendrai que la façon dont Jean-Luc Mélenchon écorche les noms des Juifs, Epstein, il ne sait pas trop, ou de Glucksmann, qui reprend l'un des tropes antisémites qui vise à transformer les noms des Juifs afin de les stigmatiser et de les assigner à leur identité. Je crois qu'on peut réentendre à nouveau, justement, la façon dont il écorche ces noms et la réaction de la salle qui éclate de rire. Comme monsieur Glucksmann, et je ne sais qui encore, Glucksmann, pardon, après, j'en ai pour des heures, quoi. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe, Epstein, hein. Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Et bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. C'est terrible parce que ça ressemble exactement aux propos tenus par Alain Soral, qui est vraiment le porte-voix de l'extrême droite antisémite française, qui a été condamné pour des propos exactement équivalents. La reprise pour moi de cette matrice antisémite qui renvoie la gauche à son passé pré-Dreyfusard, c'est-à-dire avant l'affaire Dreyfus, est utilisée pour mieux séduire un électorat musulman que les enquêtes d'opinion montrent extrêmement sensible à cette thématique antisémite. Et c'est exactement la même façon dont LFI utilise. C'est une partie. Oui, une partie. Je veux dire plus sensible. Je dis plus sensible. Voilà. J'insiste. Pas la majorité. Plus sensible. Simplement, on comprend l'intention sans doute de LFI Absolument. De rendre sensible à ce. Exactement. Tout comme son palestinisme qui est délirant et qui vise aussi à s'attacher le vote des banlieues. Alors pour moi, ce faisant, Jean-Luc Mélenchon fait sauter les digues morales qui tenaient la République, exactement comme Donald Trump le fait aux États-Unis, exactement de la même façon. Alors il s'en défend, hein. Lui il dit au contraire la manie du racialisme, arrêtons avec ça, la nouvelle France c'est tout autre chose. Voilà, non, mais je donne la parole aussi à ceux qui sont concernés. Mais exactement, vous avez tout à fait raison David, il s'en défend, mais il est en train de créer les conditions d'une explosion, je dirais, du modèle social français, comme si ce qui se passerait après 2027 ne le concerne plus. En attendant, vous remarquerez le grand silence du Rassemblement national, je terminerai là-dessus, parce que chacun des dérapages incontrôlés de la France insoumise fait ses affaires, parce que je pense que la vraie France, la France éternelle, la France républicaine, la France universaliste est toujours là, et qu'elle n'a pas envie de la France que dessine LFI. Oui, quand vous dites la France universaliste, vous dites pas que c'est le RN. Non. Vous parlez de cette France qui se retrouve au milieu d'une certaine manière. Bien sûr, mais le problème fondamental que l'on a, c'est qu'on risque d'avoir un second tour LFI-RN et on sait ce que ça risque de donner. Voilà. C'est que LFI devient aujourd'hui le repoussoir ultime. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Jean-Luc Mélenchon est le repoussoir ultime. Amnous. Oui, je suis très, en tant qu'universaliste laïque républicaine, je suis très malheureuse, j'ai pas mieux, mais c'est quand vous avez insisté sur le fait qu'il se défend en disant mais je dis pas du tout ça, et justement, c'est justement ça le Trumpisme, c'est qu'il le dit. C'est qu'on a beau montrer les images et montrer qu'il l'a dit, après il dit ah mais j'ai pas dit ça. C'est que vous faites exprès de mal comprendre ce que j'ai voulu dire alors que ça a été dit. Et je pense que c'est ça que Trump a réussi à distiller partout. C'était je le dis, mais comme après je dis que je l'ai pas dit. Ben, je l'ai pas dit. C'est que c'est un complot des journalistes. De toute façon, on veut et ça il l'a ce côté complotiste, victimaire. Jean-Luc Mélenchon. François. Oui, je vous rejoins tout à fait dans le fait qu'il y a l'obsession identitaire des deux côtés, même si elle est traitée différemment. Cela dit, je pense que c'est pas un hasard si ces deux partis convainquent. C'est justement les bien que sont des parce que l'on ignore, comme disait l'autre. Et alors, ça me ramenait aux années 30, c'est-à-dire et à l'élection de Roosevelt. C'est probablement la France humaniste éternelle que vous évoquez. Il faudrait qu'elle se soucie un petit peu d'identité, qu'elle aille chercher les gens là où ils sont, comme l'a fait Roosevelt.
en 1932. Vous lisez les discours électoraux de Roosevelt. C'est vrai. Jean-Marie Le Pen à côté, c'est une bluette. Et néanmoins, ce type est le sauveur du monde libre. C'est-à-dire qu'il a été les chercher là-bas plutôt que de dire « Oh là, je tiens sur mes valeurs, etc. » Et il a trouvé, disons, les habits de l'époque à l'humanisme, quitte à probablement se compromettre un petit peu. Et on attend aujourd'hui de cette France-là qu'elle fasse ce travail. Malheureusement, on ne le voit pas beaucoup. François, votre parti pris économique, l'argent ne sauvera pas l'État. Alors vous dites, c'est vrai que quand il y a un problème en général, on a toujours tendance à évoquer le manque de moyens, il faut des budgets en plus, et parfois on tape à côté. Oui, c'est bien sûr une réflexion sur l'affaire Liana, au moins sur un des aspects de cette affaire terrible. Bon, un meurtre qui aurait pu être évité, semble-t-il, si les fonctionnaires et de la police et de la justice avaient fait leur travail. Elle choque, évidemment, pour toutes les raisons évoquées par Caroline à l'instant, c'est-à-dire parce qu'elle révèle un fait de société extrêmement problématique, mais aussi parce qu'elle révèle quelque chose dont nous avons tous conscience, c'est l'affaissement de l'État en France. L'État en France, autant dire le cœur du pays, le ciment national, et quelques jours auparavant, une autre affaire, grave aussi, moins grave en l'espèce, mais avait produit exactement le même effet. Ce sont les violences et les déprédations à l'occasion du match du Paris Saint-Germain. Incontrôlés. Là encore, les représentants de l'État ont donné le sentiment d'être dépassés, incompétents, impuissants. La justice et la police, donc. Et que dire de la santé, de l'école, on en fait la chronique ici régulièrement, l'une et l'autre submergées. C'est tout l'appareil d'État qui ploie, en réalité. Il n'y a plus guère que les impôts qui fonctionnent, les impôts et la machine à redistribuer. C'est les deux faces symétriques d'un même appareil. Alors, face aux critiques et à la colère, ces jours derniers, l'exécutif argumente toujours de la même façon, justement en disant « mais ». On a donné des moyens, on a distribué les moyens. C'est vrai que la justice a vu son budget augmenter. Il est passé entre 2017 et 2025 de un peu aux alentours de 8 milliards jusqu'à plus de 10. C'est 40% d'augmentation. Bon, il faut quand même retrancher les 22% d'inflation. On oublie toujours de le faire. C'est une augmentation 2 fois moins importante. Voilà, mais là, le chiffre, il n'est pas tout à fait exact. C'est vrai que ça fait pas 40%, mais si on regarde, on passe de 6,5 à 10, donc ça fait bien 40%. Voilà, on est un peu moins de 8 milliards en réalité en 2017. Le Ségur de la santé avait aussi programmé des dépenses considérables avec pour les augmentations de traitement. Le problème, c'est qu'on a arrosé sans refondre. Et l'exemple de la santé est édifiant de cette façon. Rien n'a été fait pour simplifier tout ça, pour limiter l'empilement de couches, et c'est particulièrement vrai dans le traitement des hôpitaux. La réalité, c'est que l'argent n'a pas amélioré l'efficacité de l'État. Durant ces 2 quinquennats, le travail sur l'État n'a pas été fait, c'est-à-dire son reformatage, l'évaluation de ses actions, le tri dans ses missions, la priorisation de ses actions, le management des fonctionnaires. Ça peut sembler très trivial. En réalité, c'est très important. L'action publique s'est concentrée sur les discours et sur la définition d'innombrables lois qui n'ont pas toujours été appliquées. Ça va pas mieux quand même, la justice, avec cette rallonge assez substantielle quand même depuis quelques années? Écoutez, la durée moyenne de traitement des plaintes est toujours très... Alors, il faut que la justice soit lente, mais néanmoins, ça ne semble pas avoir beaucoup amélioré les choses. C'est moins facile de se soucier de l'exécution que d'augmenter les enveloppes budgétaires, mais c'est probablement beaucoup plus utile. C'est l'une des tâches énormes qui attendent le prochain président, bien sûr. Après ces années de surplace, tâche ingrate qui va heurter le conservatisme et inévitable de le nôtre, mais elle sera d'autant plus difficile que les caisses sont vides, pas moyen de mettre de l'huile dans les rouages et d'échanger la réforme contre les salaires parce que on a quand même déjà brûlé nos cartouches. Ça nous renvoie au débat qu'on avait tout à l'heure aussi. C'est-à-dire, voilà. Où est-ce qu'on met l'argent? Enfin, vous dites c'est plus une question d'organisation. Abnous, votre parti pris international, le scandale de l'arbitre somalien. Il devait donc se rendre à la Coupe du Monde pour faire son boulot. C'est un arbitre assez réputé. Et les États-Unis ont fermé la frontière. Mais oui, vous le savez tous, à partir du 11 juin prochain, la Coupe du Monde réunira 48 équipes. C'est une première et se jouera entre 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais voilà, avant même d'avoir débuté, ça coince, ça discrimine et ça hausse les épaules d'indifférence. Alors, voilà, vous avez tout à fait raison. Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, somalien, désigné meilleur arbitre africain de l'année, sélectionné par la FIFA, donc l'organisatrice du mondial, pour officier au mondial, aurait dû être le premier arbitre de l'histoire de son pays à fouler une
pelouse de Coupe du Monde. Son visa en règle, parce que tout était bon, il atterrit à Miami le 6 juin, et la surprise, je cite, inspection supplémentaire, problème lié à la vérification des antécédents. Il n'y avait pas d'antécédents, et finalement il est refoulé et renvoyé en Turquie pour après retourner en Somalie. Alors nous l'avions presque oublié, j'avoue que ça m'était sorti parce que le nombre de décrets qu'a pris Trump, la Somalie fait partie des pays frappés d'une interdiction de voyage signée par Trump. La Somalie, je cite Donald Trump, c'était ses mots en novembre, ce pays pourri. Donc voilà, au nom de ça, il a interdit. C'est le mot qui est utilisé. C'est le mot que ce pays pourri qu'a utilisé Trump en novembre dernier. Alors on a donc renvoyé chez lui le meilleur sifflet d'un continent parce qu'il est né du mauvais côté d'un décret. Et la FIFA, alors je cite, elle n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte. Traduction pour les nuls, on lâche notre propre arbitre parce qu'on se couche devant Donald Trump. J'ai pas mieux, j'ai essayé de trouver plus poli, mais j'ai pas. Et puis, c'est pas tout, il y a aussi la République islamique d'Iran. La Team Melli, l'équipe nationale d'Iran, s'est qualifiée parmi les premières du monde et on a refusé une partie des visas pour son encadrement, son staff, son conseil technique et le président de la fédération. Alors, ça, je comprends. Parce que ces gens-là, la plupart du temps, sont des gens liés au renseignement iranien, qui sont là pour éviter toute parole et tout geste symbolique déplacé vis-à-vis de la monarchie, et surtout pour éviter que y en ait un qui ait la bonne idée, la mauvaise pour eux, d'aller demander le statut de réfugié dans le pays hôte, justement. Là, je pense que l'équipe iranienne, elle respire un peu mieux, parce que tout le monde sait qui sont les suppôts du régime, donc c'était facile de les éliminer. Par contre, l'équipe a dû déplacer son camp de base de Tucson, en Arizona, à Tijuana, au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pourront pas dormir sur le territoire américain. Donc là, on a une équipe sélectionnée qui va partir le matin même de ses matchs à Los Angeles ou à Seattle, et après le match, reprendre l'avion pour, en termes écologiques, je vous en raconte même pas, mais pour repartir au Mexique. Alors, ça ne va pas être une nouveauté, je n'ai absolument aucune sympathie, mais alors, aucune, et je reste très poli pour la monarchie, mais là, c'est pas le régime qu'on punit, c'est 11 joueurs de football, 11 types qui vont taper dans un ballon. Et ça me pose un peu plus un problème. Et là où on vire à l'ironie dramatique totale, c'est que je vous rappelle qu'en 2018, la Coupe du Monde était organisée en Russie, et en 2022, au Qatar. C'est peu dire, c'est quand même 2 pays qui, à raison, sont adeptes du sport washing, c'est-à-dire qu'ils se servent du foot pour blanchir leur image, et ça a très bien marché. Et pendant toute la durée du tournoi, ils déroulaient le tapis rouge, ils se faisaient les plus accueillants, les plus paisibles, les plus lisses du monde. Aucun visa n'a été refusé, tolérance de façade, police calibrée pour ne surtout pas déraper devant les caméras du monde. Le mensonge avait au moins l'élégance de l'hospitalité. Et ça change. Alors les États-Unis de Trump, eux, c'est assez surprenant. C'est aux États-Unis qu'ils vont se jouer 3/4 des matchs. Donc c'est vraiment aux États-Unis que ça se passe. Il y a 26 matchs que se partagent le Mexique et le Canada. Et ils font l'inverse, ils refoulent, ils filtrent, ils intimident. Le message, c'est plus venez, nous sommes ouverts, nous sommes super, c'est les États-Unis, l'American way of life existe encore. Non, là c'est ici, c'est moi qui décide, et puis c'est tout. Et là, Trump, c'est de l'arbitraire. Enfin, c'est de l'arbitraire pur, et tout le monde regarde vers Trump, dont le premier, parce qu'au-dessus de cette mélasse de plus en plus indigeste, trône Gianni Infantino, le patron du football mondial, qui a inauguré, tout ça est à mon avis lié, en grande pompe un bureau, le premier bureau de la FIFA à New York. Et où est-ce qu'il l'a inauguré ? Dans la Trump Tower, entouré d'Eric Trump et le fils Trump et de Ronaldo. Le même Infantino qui, en décembre, avait décerné à Trump un inédit et improbable prix de la paix de la FIFA, une distinction inventée de toutes pièces. Aucun collaborateur n'était au courant. Et c'est ça, quand le gardien des règles se transforme en courtisan, mais qui siffle la fin du match ? Je vous le demande. Donc moi, je vous dis que cette Coupe du Monde, il n'y aura pas que des buts, c'est qu'on va assister, parce que Trump va changer d'avis assez régulièrement. Il y aura des buts contre son camp. Ah non, mais ça va être un délire, parce qu'il est complètement imprévisible. Donc à mon avis, ça sera émaillé d'incidents diplomatiques pires les uns que les autres. Et vous savez quand même, moi j'aime beaucoup le sport. Le sport est politique, la question se pose même pas. Mais c'est quand même les seuls événements, la Coupe du Monde, où les Jeux Olympiques, où un Somalien, un Iranien et un Américain peuvent être à égalité. Et là, on est même en train de gâcher ça. Et même si c'était une illusion, c'était une belle illusion. Merci à vous trois pour ces partis pris.